Bonjour à tous, je suis heureux d'être ici aujourd'hui avec vous pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse depuis une bonne dizaine d'années maintenant, on va dire 2012, où je reprends un peu le cours de mes études. J'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse, donc un doctorat sur le sujet de la gestion des crises dans les villes intelligentes, des villes connectées, sur un peu au prisme de l'éthique. Oui, oui, de l'éthique appliquée à la sécurité civile. Donc, je vais remettre un peu l'histoire autour de ça. L'idée, c'est, je suis très loin d'être un spécialiste en informatique, et la réflexion, c'était de se dire, face à ces villes hyper connectées, et face à une situation de crise qui crée des ruptures, un attentat, une catastrophe naturelle, que les outils de la ville intelligente viennent être inutilisables, mais comment on fait pour reprendre la main et potentiellement avoir une certaine forme de résilience face à ce type de situation. Donc ça, c'est un petit peu le bagage sur cette thématique. Par la suite un peu de ma jeune carrière, j'étais plutôt sur le sujet de la gestion de crise en lien avec la sécurité civile et également le secteur privé. Donc actuellement, je suis ingénieur de recherche au sein de l'Université de technologie de Troyes, et je m'occupe plus particulièrement d'une chaire de recherche sur la gestion des crises en partenariat avec l'école des officiers sapeurs-pompiers. Sur ce sujet en fait, de la ville intelligente et sûre, l'idée c'est de ne pas prendre les promesses ou on va dire les fantasmes, l'idéal que peut proposer en fait les villes connectées. On verra par la suite, c'est cette approche un peu du solutionnisme technologique. Un titre de livre, pour tout résoudre, cliquez ici, de se dire que grâce à la donnée et grâce à l'équipement en technologie de la ville ou du territoire, on peut il y a une sécheresse, faisons tomber la pluie, pour rester simple, mais il y a ce désir en fait de simplifier les problèmes à chaque fois par une réponse technologique. Le petit déroulé, en tenant le timing, c'est montrer que ça a été dit que c'est un concept à la fois fourre-tout et vraiment globalisant. Je reprends un sociologue qui s'appelle Marcel Mauss, il parle de fait social total. Le numérique et la ville sont des faits sociaux totaux. On peut mettre ce qu'on veut dedans et ça englobe absolument la totalité en fait, des thématiques de la vie. Ça peut être l'agriculture, l'alimentation, l'attractivité, l'emploi, tout ce qu'on peut retrouver dans nos vies. Et tout ça, en fait, ça s'associe avec des concepts. La ville, derrière, il y a Baron Haussmann, il y a différents modèles de villes, ainsi de suite. Et en fait, on façonne les villes et la manière de les construire avec des idées. Et les villes qu'on habite aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on les habite, elles sont aussi l'héritière de tout un historique sur la conception urbaine, l'urbanisme, l'architecture et le développement des nouvelles technologies, notamment numériques. Donc, il y a tout un tas de concepts qui sont intéressants, mais qui sont aussi à interroger et à critiquer. Dans la critique, c'est toujours de la critique bienveillante, c'est de se dire, de ne pas prendre les choses pour argent comptant, mais de les questionner pour potentiellement prendre en compte leurs limites. Donc ça sera le deuxième point des belles promesses, de montrer ce qu'il y a derrière, déjà quand on dit ville intelligente, déjà une promesse. C'est-à-dire que potentiellement, il y a des villes bêtes, et on verra que dans les discours, à la fois des collectivités, des entreprises, et puis même dans l'idéal, on est toujours dans le positif. On ne va jamais dire que la ville pue, que la ville est dangereuse, que la ville est moche, polluante, ainsi de suite. Donc on est forcément dans un discours performatif, et bon, c'est la réalité contrastée. Il y a toujours ce désir et cette saisie par les collectivités, c'est le rôle d'un maire, de développer l'attractivité de son territoire, de faire venir des nouvelles entreprises, de faire venir des nouveaux administrés, mais face à ça, il y a des enjeux à la fois budgétaires et puis des contraintes qui ne dépendent pas que de nos volontés. Et puis, il y a aussi ce qu'on a demain, quels sont les défis par rapport à ces enjeux des villes connectées. Je vais aller très rapidement pour cette partie, mais c'est important de remettre un petit peu l'histoire de pourquoi les villes. Maintenant, c'est une évidence, hein, on est à quasiment... on arrive à autour de 70% de la population mondiale qui habite dans les villes. En France, on est plutôt autour de 80%, 85% de la population française qui habite dans des villes. Mais on reprend 2000, 3000 en arrière,
était très loin de cette approche, et il y a eu la mise en place de cette structure un peu d'habitation, parce qu'il y avait la recherche un peu d'homéothermie. On est tous à 37 degrés, mais quand à l'époque on était nomades, la confrontation aux intempéries, c'est vrai qu'il y avait cette recherche, ça s'habitait dans des cavernes, et c'est ce qui a structuré le passage un peu avec également la révolution du néolithique et la découverte du feu, le fait de passer un peu de l'espace au territoire en commençant à se structurer autour des villages, autour de l'agriculture, en fait, se fixer à un même endroit, et puis commencer en fait, à organiser les fonctions dans les villages et puis après dans le groupement dans les villes pour en fait, permettre le développement et la répartition des tâches. La sécurité alimentaire, on verra aussi, on pourrait dire qu'on est très loin du sujet des villes intelligentes, mais le fait de pouvoir assurer le fait de pouvoir se nourrir, c'est également au fondement des villes. Si on reprend la légitimité un peu des idylles des mers autour du Moyen-Âge, il y avait 4 sécurités essentielles. Premièrement, la sécurité extérieure, hein, les remparts, châteaux, ainsi de suite. Après, une sécurité sanitaire, éviter les épidémies. Une sécurité intérieure, les brigands, l'ordre social au sein de la ville. Et puis la sécurité alimentaire, le fait d'avoir assez de réserves en ville pour être à la fois confronté à un siège, mais aussi faire face à des aléas climatiques qui fait qu'il fallait avoir assez de réserves. C'était la mise en place de la police, un peu des grains, de la police des viandes, pour avoir de la réserve et pour, derrière, éviter les émeutes. L'essentiel des émeutes venait des émeutes de la faim, parce qu'il n'y avait plus assez de nourriture, des choses qu'on voit, malheureusement, encore la guerre en Ukraine et des problématiques dans certains pays avec l'inflation, avec des problématiques de distribution alimentaire, ça peut générer du chaos en ville. Un élément important, c'est ce qu'a dit Winston Churchill, c'est on façonne nos bâtiments, mais c'est également eux qui nous façonnent. C'est la manière de voir l'architecture et l'urbanisme et le développement des technologies en ville qui façonnent aussi des manières de voir l'habitat en ville. Il y a toujours eu ce désir-là, ça revient, hein, c'est vieux, Hippodamos de Millet, ce désir de structurer l'espace urbain. On est toujours dans une vision un peu fonctionnalisme, une visée utopique, hein, le non-lieu, la cité idéale, on va dire, mais on est déjà dans une répartition des tâches et une répartition des fonctions au sein des villes, d'une logique un peu politique jusqu'à une logique de production industrielle, globalement, de permettre à l'ouvrier d'être au plus proche de son lieu de production. Tout ça, ce n'est pas uniquement des choses non palpables, c'est également des réalisations concrètes. Là, je vous mets plusieurs exemples, mais la Saline Royale d'Arc-en-Sénon, c'est un lieu qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité, fait en fait une division bien ordonnée des tâches. Brasilia, on est un autre exemple pour la capitale administrative du Brésil, où tout est, on va dire, préparé, fonctionnalisé, avec des quartiers d'habitation, des quartiers pour les différentes administrations, avec des flux, enfin une sorte de ségrégation sociale qui est effacée, en tout cas dans cette ville. Et on est vraiment dans le... on organise la vie sociale grâce à l'architecture et à l'urbanisme. On a la même chose avec Le Corbusier. Et puis, on en vient au sujet, après ce petit détour, sur les villes, la promesse de l'utopie un peu post-industrielle des villes intelligentes, c'est la fée électricité, ça c'est évident, mais c'est aussi la fée des silicium. On se retrouve avec Masdar City, qui est une ville un peu ex nihilo, on le verra après avec un autre exemple en Arabie Saoudite, mais c'est la ville quintuple zéro. Magnifique promesse, hein, zéro insécurité, zéro pollution, voilà, zéro déchet, tout est parfait. Face à quelques problèmes climatiques et notamment les tempêtes de sable, c'est un autre sujet. Là, on rentre, pour préparer l'intervention, j'ai écouté un podcast de France Culture sur ce magnifique projet en Arabie Saoudite. Juste, je me permets une petite interaction.
combien ça coûte, ça, ce beau projet en Arabie Saoudite, 170 km de long, en linéaire, projet The Line. Combien il y a de milliards, hein, on est en milliards, à votre avis? On est autour de 1000 milliards. On n'a pas ce budget-là. Bon, ça a l'air d'être un super projet, hein, un TGV qui est tout au long, 9 millions d'habitants. C'est un projet concret. C'est ça que je voulais vous faire toucher du doigt. Les travaux ont commencé en Arabie Saoudite. Sauf que ça crée, c'est là où on va au-delà des promesses, tout un tas de problématiques. Crainte environnementale, mettre l'idée d'un miroir, donc bon, pour la faune et les oiseaux, ils vont avoir quelques difficultés. Et on est vraiment dans une logique d'un idéal, mais qui se construit sur des logiques liées à l'urbanisme et liées à l'architecture, qui sont des logiques des années 60, de concentration, de contrôle social, et tout ça en lien avec le numérique. Donc on peut tout faire, on n'a aucune émission de carbone grâce au numérique. C'est pas si évident que cela. Et puis un petit détour aussi sur les différents concepts, sur ce qui sous-tend un petit peu la ville connectée. Hein. C'était Bill Clinton à l'époque, et puis le lien avec Cisco, le développement le sujet de développement durable grâce aux outils du numérique au sein de certaines villes américaines, et puis après le déploiement à travers le monde. Un petit aparté, on est largement en retard par rapport à la Chine. Hein. Une centaine de villes intelligentes ou hyper connectées identifiées en Europe. On est à plus entre 500 et 600 en Chine. Avec la Chine, c'est 300 millions de caméras sur le pays, rapporté au nombre d'habitants, mais il y a ce suivi, cette capacité-là très forte, et c'est aussi un enjeu. Il y avait un institut de relations internationales qui avait fait une note en 2019 sur les villes intelligentes chinoises comme sphère d'influence. Derrière, vous êtes aussi là, que ce soit collectivité, vous êtes confronté à des offreurs de solutions. Il y a des enjeux géopolitiques derrière et de souveraineté. Cette volonté-là de supervision, elle est liée en fait à cette volonté permanente du dirigeant. Il n'a pas attendu d'avoir le numérique pour avoir cette volonté-là, de pouvoir avoir une vision, un point focal en fait sur son système. Alors que pour décider, c'est l'idée d'avoir le maximum d'informations. Et dans ce cadre, c'est un peu cette logique-là du fonctionnalisme à la Jeremy Bentman, d'avoir un panoptique, un point focal sur le système. C'est en Ile-de-France le cerveau, hein, pour la gestion de l'eau, je crois que c'est ici les Moulineaux. Ça va être le centre de gestion des pompiers de Paris. Et puis il y a d'autres endroits où c'est entièrement intégré. Hein, le centre des opérations de la préfecture de Rio. Il y a un bémol à mettre entre supervision et hypervision. En Europe, on est plutôt sur la supervision, thématique par thématique. On a des centres de pilotage pour les smart grids, pour l'eau, pour la sécurité, pour le chauffage urbain, mais c'est assez rare, de par notre culture et nos modèles de gouvernance, thématique par thématique. On est bien dans ce fonctionnement par silo. C'est très rare d'avoir, on va dire qui paye décide, d'avoir ces centres... excusez-moi, je bouge trop, un peu fusionné. Mais cette logique-là, on n'a pas uniquement pour les villes. On peut l'avoir pour les prisons, pour les militaires, on le verra juste après. Dans le monde hospitalier, hein, un monde de flux, c'est les Hospital Operational Command Center. On gère les lits en temps réel. Et il y a cette volonté-là de la cybernétique, en grec, c'est-à-dire gouverner. Et le gouvernement, c'est le pilotage des systèmes par la donnée, le contrôle-commande. Et on est dans cette logique-là d'avoir un état de l'existant, je serai dans les temps, grâce à la donnée, un peu le nouveau pétrole du XXIe siècle. Hein, vous êtes tous là, et la cybersécurité et le numérique se développent sur cet idéal de la donnée, mais on verra qu'il y a aussi des limites. Le domaine militaire, le programme Scorpion dans les armées, hein, le C4I SR, on le retrouve en Ukraine, hein, cette donnée-là. Plus on a d'informations, l'usage des drones, le fait que nos amis les Russes ou d'autres personnes utilisent leur smartphone, et qu'en utilisant leur smartphone, ils sont repérés et ils se font tirer dessus, il y a cette logique-là de se dire on pilote les opérations par la donnée. Sur les promesses, je vous disais tout à l'heure, c'est la ville toujours plus. Il y a un qualificatif intelligent. Déjà, il faut s'interroger, ce que j'avais fait dans ma thèse, sur ce qu'on entend par l'intelligence. Est-ce que c'est uniquement de l'intelligence
liées au numérique. Mais derrière, on peut mettre les adjectifs qu'on veut. Mais d'ailleurs, en fonction de certains projets, on va voir que la ville sûre, hein, pour le DFC City, mais la ville attractive, résiliente, verte, sensible, tout ce qu'on veut, mais on ne va jamais être, en tout cas dans l'affiché, dans un discours qui va dévaloriser le fonctionnement humain ou le fonctionnement urbain, pardon, lapsus. Et on gomme un petit peu les effets négatifs, ou en tout cas les failles qui sont essentielles aussi au fonctionnement urbain. La ville, c'est aussi le chaos, c'est aussi la confrontation à tout un tas de problèmes. Et ça a été dit tout à l'heure, comme la sécurité globale, comme la gestion de crise, le sujet de la ville intelligente, on met ce qu'on veut dessus. C'est bien un choix politique, c'est bien un choix aussi des offreurs de solutions d'aller sur des thématiques comme l'économie, la démocratie, la sécurité, et potentiellement aussi créer de la valeur en mixant les différentes thématiques. Pour préparer la conférence, j'ai échangé avec une connaissance qui est à Bordeaux. À Bordeaux Métropole, il y a des échanges en fait entre le domaine de la sécurité et de la prévention des risques majeurs et le DSI pour proposer en fait des nouveaux projets. Il y a la même chose pour la mobilité, ainsi de suite. Et il y a bien cette logique-là de décloisonnement et d'échange entre services au sein des collectivités pour qu'on ne reste pas dans des solutions et dans des approches uniques, par exemple une appli smartphone qui serait uniquement sur une thématique de services urbains. Et puis il y a également une approche axiologique, c'est au sens des valeurs. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Je ne vais pas tout casser. C'est pas grave. On est toujours dans l'optimisation. On est dans le présupposé de la collaboration. Donc, par exemple, l'appli Kairos là, pour le covoiturage urbain, les gens vont forcément prendre la voiture. Bon, l'essence coûte cher, oui, mais la personne qui transporte ses enfants ou qui a un trajet bien précis, c'est pas parce qu'il a l'application qui va bien qu'il va l'utiliser. Puis dans les autres belles promesses, on est aussi dans une logique de marketing territorial. C'est le projet de Smart Cities sur Dijon, sur Angers, sur tout un tas de villes. Il y a une logique aussi, un classement entre les villes. Et le fait d'être connecté participe à ce classement. Il y a aussi tous les projets autour des économies d'échelle que peuvent produire les outils de la ville intelligente. Et derrière, il y a aussi un marché français. Il y a un enjeu pour le secteur industriel, et notamment les industries de sécurité, qui sont assez présentes en France, de pouvoir proposer là ces différentes solutions aux collectivités, tant en France qu'à l'international. Et on est bien sûr, et ça a été inscrit noir sur blanc dans la dernière loi de programmation du ministère de l'Intérieur, d'un pilotage des crises par la donnée. Donc cette volonté-là pour les décideurs publics, jusqu'au plus haut niveau ministériel, d'avoir cette remontée-là d'informations des territoires quasiment en temps réel. Où sont les camions, quels sont les enjeux, comment je répartis les choses. Et pour le décideur, face notamment aux médias et sa responsabilité publique, d'être informé le plus tôt possible, d'avoir le maximum de cartes en main. Les réalités, elles sont contrastées. Il n'y a pas, la recherche essaye, les acteurs publics essayent, mais on n'a pas à l'instant T, là, 2023, un état à la fois des investissements, mais du nombre de collectivités françaises qui, rien que dans la reconnaissance de l'organigramme, à Aix-en-Provence ou dans d'autres villes, ou à Paris, il va y avoir des gens dédiés et des services dédiés à la transformation numérique, à la ville connectée, mais c'est difficile. Le plus récent que j'avais trouvé, c'est ce rapport-là de la Smart Cities à la réalité des territoires connectés, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'est 2016 ou 2019. Il y a assez peu de recherches ou d'état de l'art, en tout cas actualisé à 2023, qui fait un état du panorama existant en France. Il y a des associations comme l'Occlusif, comme d'autres, qui permettent, ou des échanges entre acteurs qui permettent de faire un état parcellaire de l'existant, mais on ne peut pas être clair sur est-ce qu'il existe un modèle français. Oui, il en existe une certaine forme, dans le sens où ça s'adapte à la réglementation et aux exigences démocratiques et aux offreurs de solutions qui en face. On ne peut pas avoir un modèle, on ne pourrait pas calquer un modèle chinois à une ville française, ce qui me semble évident, mais en fait ça va dépendre énormément, et c'est là toute la force de la gouvernance territoriale,
du budget, de la vision politique, de l'agenda médiatique de telle ou telle collectivité, et puis de son exposition aux événements. Une ville qui a été confrontée à telle ou telle situation de crise va potentiellement mettre plus de moyens sur ce sujet-là. Un autre sujet, c'est les vitrines technologiques du monde de rugby, les Jeux Olympiques 2024, on pourrait trouver tout un tas d'autres sujets, mais tout ça, ça fait vendre aussi à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a des dispositions législatives spécifiques et il y a des tests technologiques, notamment tout ce qui va être la vidéosurveillance intelligente, qui sont déployés sur ce genre d'événements. C'est l'occasion de tester, c'est l'occasion de donner à voir ce que font les entreprises françaises. Deux exemples très rapides. Le Puma, c'est vers Cannes, si je ne dis pas de bêtises, et puis Serenity, c'est sur Marseille. Il y a cette volonté-là, en fait, entre les différents acteurs, d'avoir un outil intégré. Après avoir dit ça, c'est qui paye, comment on met en commun les données, dans des sujets assez étatiques que sont la sécurité, comment on vient travailler collectivement sur ces enjeux-là, en gardant les différentes prérogatives. Mais le financement un peu, le plan France Relance, les financements régionaux européens, les financements de l'Agence nationale de la recherche peuvent permettre de tester et de déployer ce genre de solutions. Et puis les défis, c'est de garder un petit peu ce point de vue critique. C'est-à-dire que quand on se met dans une démarche intelligente, se dire derrière, il y a aussi une ville bête. Et c'est quoi une ville bête? Mettre en place des dispositifs pour... là, c'est un exemple des inondations de 2016 à Paris. Des failles de capteurs, il y en a régulièrement. Et là, c'était... je me souviens plus si c'était un capteur au pont de l'Alma, mais pendant plusieurs dizaines de minutes, heures, je crois, il n'y a pas eu de remontée de ce capteur-là. Et quand ils se sont dit, bah oui, c'est parce qu'il y a un embâcle qui a un peu cassé le capteur, l'eau, elle n'était pas au même niveau, sauf que jusque vers Issy-Moulineaux, puis d'autres secteurs, quelques centimètres ou millimètres même de différence peut avoir des conséquences sur l'évacuation d'un hôpital ou d'une infrastructure sensible quelques kilomètres plus loin. Donc il y a ne pas se baser uniquement sur les capteurs, c'est un petit peu une diapo que je mettrai juste après. Et puis l'autre point, c'est l'info-obésité. Trop d'informations tue la décision. Donc il y a un moment, la gestion de crise, c'est aussi de l'incertitude, et il faut pouvoir trancher. Le fait ça crée des vulnérabilités, on essaye de résoudre des choses, mais il n'y a plus d'électricité, ça ne marche plus. Je donnais l'exemple sur 3 Champagne Métropole, un super centre de supervision urbain avec toutes les caméras qui remontent, vous coupez l'électricité, il n'y a plus rien. On ne fonctionne plus quand il n'y a plus d'électricité. Et quand on parlait de sobriété, de risque de coupure, de délestage électrique, une ville qui est uniquement basée sur l'électricité et le numérique, on a le même sujet pour les hôpitaux. Hein. Revenir à des procédures papier, si on ne s'est jamais entraîné, on peut le faire, mais ça va être beaucoup moins fluide que si on s'est entraîné à faire ça. Ça a été dit au tout début, hein, on augmente la surface d'attaque, on questionne, et parfois on ne sait même pas les capacités de résilience, on les découvre lors de l'attaque. Maintien en condition opérationnelle, hein, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence connectée. On se met qu'avec un seul fournisseur, mais le jour où le fournisseur, malheureusement, pour des petites startups, fait faillite, comment on fait, hein? J'ai de renouveler tout le parc des caméras, tout le parc logiciel. Le gouvernance des données, j'en ai un petit peu parlé. Contexte politique et de logistique, j'en ai parlé. La notion qui a émergé il y a quelque temps de l'assurabilité. Ça vient poser de nouvelles problématiques pour les collectivités. Comment on assure le risque cyber, plus on déploie des infrastructures numériques au sein de la ville, plus on est exposé. La première partie, je ne vais pas l'aborder au vu du temps. La deuxième partie, c'est extrêmement intéressant de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Quelque chose d'évident, mais pour la cyber, on est en plein dedans. Si tous les outils pour une collectivité, les outils de e-administration, c'est que du numérique, si tous les outils liés à son plan communal de sauvegarde, à ses prérogatives de pouvoir de police sont en lien avec le numérique, et que ça tombe, les élus vont avoir des comptes à rendre. La stratégie de sécurité en lien entre différents services, c'est d'avoir évité, là je donne l'exemple d'un VLAR, hein, les véhicules radio, satellites pour les sapeurs-pompiers, c'est l'exemple de la tempête Alex
dans les Alpes-Maritimes, les infrastructures. Quelques années avant, en 2010, il y avait eu Draguignan, les grosses inondations à Draguignan. Quand les centres opérationnels, les centres de réception des alertes, ils sont sous l'eau, et que vous essayez d'appeler les secours, ou que les secours essayent d'avoir des informations du terrain et qu'il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus de communication, si ça n'a pas été préparé en amont, avec des outils de résilience, avec des procédures pour faire face à la situation de crise, c'est compliqué. Ça, on a parlé, bon, la cyberattaque, on n'y revient pas, mais c'est tous les jours, donc c'est là où il y a un enjeu de se préparer. Et puis, il y a le sujet du jour, hein, c'est bien l'agenda politique, institutionnel, industriel, et que ça fait partie, il y a quand même un enjeu de questionnement sur le modèle de sécurité des villes intelligentes et le modèle des villes connectées au niveau français. Au niveau européen, c'est autre chose, mais il y a quand même un historique en France et des associations, des industriels qui sont quand même assez puissants pour potentiellement à l'export proposer une offre. C'est aussi une forme de gageur de la transformation publique et numérique. À mon sens, si et seulement si on intègre les points de vigilance. C'était un peu l'objet de mon travail de thèse au sein d'Enginio, c'était de se dire c'est bien beau de présenter de belles promesses, mais si on ne prend pas en compte les limites, justement, c'est un peu la face cachée qui se révèle lors d'une cyberattaque, lors de l'inutilisation de services. C'est bien beau de proposer des super applications, des super services, ils ne sont pas utilisés par le citoyen, ou si, ce sera l'un de mes derniers points, s'il n'y a pas d'évaluation d'une politique publique territoriale, quelle efficacité, alors qu'est-ce que nous apporte, quelle économie ça nous fait faire par rapport à avant, il y a des endroits où ça peut être facilement mesurable, d'autres moins. Là où, par exemple, ça peut être facilement mesurable, ça va être la partie de gestion de l'eau. On sait globalement qu'on a tant de fuites, on va mettre un peu plus de capteurs, ça va potentiellement permettre de réduire des fuites, et là, on peut mesurer un peu l'économie qu'on va faire. Mais en fait, ça, c'est assez peu investigué. La recherche essaye un petit peu de proposer des choses. L'indépendance technologique, on en a parlé. Et puis, il y a aussi l'enjeu d'embarquer la population. C'est moi, j'arrête, j'ai fini, je tombe sur la biographie. Sur ces sujets-là. Et puis, le deuxième point, c'est oublier que la ville, c'est le bordel. La ville, c'est le chaos. Les gens ne sont jamais contents, mais ça, c'est le propre de la France et le propre de l'être humain. Et c'est pas grave. Il faut venir se confronter à leur avis, à leur critique pour améliorer les solutions, plutôt que croire qu'on va pouvoir déployer. En fait, on a pensé ça comme ça, on va déployer ça comme ça. On sait très bien que ça va peu marcher ou que ça va pas marcher. Mais bon, de toute façon, c'est le business qui est comme ça. Le maire a voulu ça, donc on le fait. On peut essayer de mettre un peu plus de choses, c'est intéressant. Je vous ai mis, mais ça sera dans le diapo, il y a plein de... Il y a quelques chercheurs et il y a quand même pas mal d'études, il y a quand même pas mal de littérature sur le sujet. Et puis, un petit clin d'œil occlusif et son petit... l'esprit d'échange avec le technophobe. Quand je fais des interventions auprès de mes étudiants de 2-3 heures sur ce sujet, à la fin, ils retiennent que je suis un technophobe. Non, je ne suis pas un technophobe, mais par contre, arrêtons de s'agenouiller devant la technologie et de penser que ça peut tout résoudre. Ça nous sert beaucoup, on l'utilise tous, tout le temps. Je crois qu'il y a 90% de pénétration des smartphones en France, mais c'est bien aussi de se dire, le jour où on l'a pu, comment on fait. Merci à vous.